4 septembre 2013, 4 septembre 2014, voilà de cela un an qu'Ibrahim Boubacar Keïta prêtait serment. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quels sont les acquis? Par exemple, une réconciliation nationale bien entamée, bien visible, avec la tenue en ce moment même des pourparlers d'Alger. Nous en parlons ce soir dans un entretien accordé à l'ERTM et à Africable, ainsi que dans le dossier spécial 1.1 consacré au sujet de la réconciliation avec Amadou Sankaré. L'actualité, c'est aussi la fête du Bazin dans la capitale des Trois Caïmans. Bamako vibre au rythme des premières éditions de Festi Bazin et du Salon international de Bazin. Les deux événements rassemblent tous les acteurs évoluant dans le secteur de la fabrication du Bazin. Modibo Soirée et Sokona Kamisoko étaient sur place au lancement de ces rendez-vous de la mode. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et vous avez raison. Ce jeudi 4 septembre, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, boucle une année à la tête de l'État du Mali. L'occasion choisie par le chef de l'État pour dresser en quelque sorte un bilan de son action au service du Mali. C'est à travers un entretien exceptionnel accordé à l'ERTM et à Africable Télévision. Plus que jamais, le président Keïta s'est présenté en garant de la souveraineté du Mali, de ses intérêts. Il appelle le peuple au rassemblement autour de lui pour la seule cause du Mali. Suivons un extrait de cette interview. Je n'ai pas tout réussi, loin s'en faut. Je suis homme parmi les hommes, avec une volonté inébranlable d'être aujourd'hui comme hier au service de ceux qui m'ont fait, de ceux grâce auxquels je suis dans ce fauteuil aujourd'hui par devant vous. Je leur suis redevable autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voudrais simplement leur dire que ce qui n'a pas été réussi à ce jour ne l'a pas été faute de volonté, non. Parce que les circonstances qui ont pu contrarier cela. Mais la volonté de faire et de faire bien au profit de tous et de chacun est comme au premier jour. Cette volonté est brûlante. Elle est en moi. Elle est quotidienne. Elle est de tous les instants. De convivialité à retrouver entre nous en tous nos segments. Et d'abord, je voudrais un clin d'œil vis-à-vis de la classe politique. Dans l'histoire des peuples et des pays, il y a des moments où les conditions ambiantes même vous font obligation de resserrement des rangs, de front uni patriotique. Pas pour complaire à tel ou tel du moment, qui est du moment, mais le pays est éternel. En ces jours se joue le destin du Mali. Je crois que rien n'est indifférent. Les comportements, les attitudes, les propos peuvent faire tort, non pas à Ibeka, mais au Mali. Car qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il est la voix du Mali. Il est le symbole de l'unité nationale du Mali aujourd'hui. Ça se concentre sur sa personne. Et souhaitons que ce soit pour le seul bonheur des Maliens. Et pour ce qui se déroule aujourd'hui en Alger, je souhaite là aussi qu'une grande confiance de bonne aloi soit de mise entre tous les partenaires, tous les protagonistes, entre nos frères des différents mouvements du Nord et nous-mêmes. Que la délégation gouvernementale ne soit pas envisagée comme un autre, mais comme un autre eux-mêmes. Que c'est, pour parler, n'est comme vocation que de faire en sorte que nous convenions de ce qu'il faut faire et créer ensemble pour un meilleur vivre ensemble.
L'intégralité de l'entretien demain sur le RTM et Africa Télévision à partir de 21h, un entretien dirigé par Youssouf Touré et Sekou Tangara. En application des dispositions de l'article 37 de la Constitution du 25 février 1992, le président de la Cour suprême a reçu le mercredi 3 septembre 2014 la mise à jour annuelle de la déclaration écrite des biens du président de la République. Les membres du gouvernement étaient réunis ce matin autour du Premier ministre Moussa Mara pour un conseil de cabinet. Cette réunion avait pour but de dresser le bilan de l'an 1 du président de la République à la tête du Mali. Plusieurs points ont été passés au crible, notamment la sécurité, l'emploi et le redéploiement de l'administration dans les régions du Nord. Le Conseil a jugé nécessaire d'intensifier la communication pour donner plus de visibilité à l'action gouvernementale. Nous vous proposons d'écouter Mahamadou Kamara. Il est interrogé par Mohamed Jarrah. Nous avons évoqué les points importants de ce bilan, la normalisation et la stabilisation dans de nombreux domaines, mais nous avons surtout évoqué les perspectives, c'est-à-dire l'avenir, sachant que nous sommes venus trouver un pays en difficulté. Beaucoup a été fait, mais évidemment pas assez pour satisfaire les attentes de nos compatriotes qui sont importantes, nous le savons. C'est pourquoi le gouvernement va se déployer dans les jours qui viennent à l'intérieur du pays comme à l'extérieur pour certains, afin d'aller à la rencontre de nos compatriotes, de leur expliquer ce qui a été fait, le sens de l'action qui a été menée et surtout, comme je l'ai dit, ce qui est prévu pour la suite du mandat. Alors, en un an, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de la communication, monsieur le ministre? Bon, ce qui n'a pas marché, c'est que peut-être nous n'avions pas de stratégie de communication, d'une part. Deuxièmement, nous n'avions pas d'instrument d'exécution de cette stratégie. C'est pourquoi le gouvernement est en train de mettre en place le service d'information gouvernementale, dont ce sera la fonction de communiquer pour le gouvernement. Et peut-être nous n'avions pas aussi les instruments réglementaires pour que la communication fonctionne. Vous savez que nous sommes en train de mettre en place la haute autorité de la communication. Vous savez également que nous sommes dans une stratégie de réforme des médias publics, aussi bien audiovisuels que presse écrite. Et demain, avec tous ces éléments-là, nous serons à même de mieux communiquer à la direction de nos concitoyens. Vous avez également parlé des questions politiques. L'un des points du bilan de cette année de mandat, c'est la réussite des élections législatives qui ont permis de transformer l'essai en la matière en ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel. L'Assemblée est aujourd'hui dotée d'une majorité confortable qui accompagne le président dans son projet. Donc nous avons parlé de la manière également de les associer à toutes les activités que nous allons mener, à ce retour dans le pays profond pour toujours expliquer à nos compatriotes l'action qui est menée, lui donner un sens pour qu'elle soit comprise, que nos compatriotes se l'approprient pour qu'elle puisse porter ses fruits demain. Pour la sécurité? Par rapport à la sécurité, il y a encore des difficultés, malheureusement, vous le savez. Notre pays est en proie à quelques poches d'insécurité dans le nord du pays, mais grosso modo, il faut reconnaître que par rapport à il y a un an, ça va beaucoup mieux. Mais des efforts sont encore à faire et nous sommes à pied d'œuvre avec nos partenaires, nos pays amis au sein de la MINUSMA ainsi que les forces françaises qui nous appuient régulièrement sur le terrain. La solution passée là par Alger. Vous le savez, en ce moment, le gouvernement est à Alger pour la seconde phase des pourparlers et nous avons la conviction que la résolution du problème dans le nord du Mali passe par le dialogue. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix pour avoir la sécurité, nous voulons la paix pour avoir le développement. Donc c'est dans ce processus-là que nous sommes engagés, avec l'aide de nos amis algériens et nous sommes convaincus que nous y arriverons. À retrouver au cours de ce journal le dossier spécial en 1 Ibrahim Boubacar Keïta, la réconciliation nationale. Et le RPM, Rassemblement pour le Mali, adresse ce communiqué en ce premier anniversaire de l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême du pays. Ce 4 septembre 2014 marque donc le premier anniversaire de l'investiture d'Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême du pays. Ce premier anniversaire a été marqué, comme chacun le sait, par une sortie progressive de la crise sans précédent que notre pays a connue. Ainsi, grâce à la détermination du président de la République et du gouvernement à restaurer l'honneur du Mali et le bonheur des Maliens, des progrès significatifs ont été atteints. En cette heureuse circonstance, le RPM adresse ses remerciements et invite
tous les Maliens à davantage de sacrifices et d'engagement patriotique. Direction Alger, où les pourparlers inclusifs intermaliens ont repris aujourd'hui au sein de 4 groupes thématiques face aux équipes de médiateurs des membres de la société civile représentant les différentes parties, des experts et représentants des communautés qui auront à se prononcer sur l'ensemble des questions en débat. Une phase d'écoute qui précède la phase des négociations techniques. Envoyé spécial à Alger, Abouakar Traoré et Yahya Kounati. Pour le lancement de la phase travaux de groupe des pourparlers inclusifs intermaliens, les délégations se sont déplacées ce jeudi à la résidence d'État El Mitak. Un cadre serein pour un dialogue que l'on voudrait aussi serein avec comme entrée en matière les auditions de la société civile. Au lieu que ce soit les négociateurs des partis, c'est-à-dire le gouvernement et le mouvement, il s'agira plutôt pour chacun de nous d'écouter les 54 représentants de la société civile, des communautés, qui sont venus pour donner leur point de vue par rapport à la situation sur le terrain, donner aussi leur vision par rapport aux questions essentielles qui nous préoccupent et comment des solutions peuvent être apportées. Donc nous sommes là, l'équipe de médiation, nous-mêmes les partis, pour écouter, prendre note et voir comment nous pouvons aussi prendre en charge les préoccupations des populations. Parmi les 4 groupes de travail du jour, la très attendue commission chargée des questions politiques et institutionnelles. Face à elle, les délégués de la société civile répondant soit au nom du gouvernement ou de l'un des 2 regroupements de groupes armés présents à Alger. Et à chacun sa vision des choses, notamment sur l'épineuse question de la gouvernance des régions du Nord. La plateforme demande moins de tutelle. Parce qu'on a vu qu'avec la tutelle, l'administration, dans les mains de l'administration, il y a un concentré du pouvoir économique et du pouvoir administratif. Donc ça fait des frustrations. Maintenant, on a demandé à ce qu'il y ait moins d'État, plus de décentralisation, plus de liberté de pouvoir aux collectivités, pour qu'il y ait un apaisement. Et nous avons été délégués par une société civile qui se trouve sur notre territoire, des femmes, je l'ai dit, des enfants, des vieux, des chefs coutumiers qui sont sur le terrain, qui aspirent le désir de la liberté, qui aspirent à l'autodétermination. Est-ce que ces populations peuvent se jurer? Est-ce que ces populations peuvent vraiment, il faut vraiment pour cette population prendre ses destins entre ses mains? L'état actuel des textes régissant la décentralisation permettent à chaque région vraiment d'être l'artisan, d'être l'acteur, d'être le conducteur de son propre développement économique, social et culturel. La même législation permet, si des régions, des communes, des conseils de cercle veulent se fédérer pour créer une fédération pour se regrouper. Les mêmes statuts permettent de faire une coopération décentralisée, c'est-à-dire telle région X ou telle région Y peut aller jusqu'à en France, peut aller en Allemagne, peut aller en Suisse pour créer une coopération décentralisée. Donc drainer les partenaires vers lui. Il y a toute l'ouverture, surtout maintenant avec la régionalisation, avec l'élection au suffrage universel des conseils de région, ça va encore davantage permettre aux gens d'avoir leur légitimité et d'être les artisans de leur développement. Si les intervenants du jour sont loin d'avoir le même avis sur la question, ils saluent tous cependant la bonne ambiance dans laquelle se déroulent les travaux. Ma première impression est extrêmement positive parce que les différentes interventions étaient apaisantes, étaient calmes. Tous voulaient vraiment que la paix soit au Mali. En assistant à l'ouverture et les interventions des uns et des autres, je ne vois pas surtout une très grande divergence entre la société civile des mouvements de la Zawad, la société civile des mouvements des plateformes et la société civile présentée par le gouvernement malien. On a bon espoir que les choses aient de bon sens parce qu'en écoutant les différentes intervenants, société civile des mouvements et la plateforme, on voit une certaine cohérence. Au même titre que le groupe de travail chargé des questions politiques et institutionnelles, les 3 autres ont effectivement démarré leurs auditions ce jeudi. Ici, le groupe en charge des questions de développement économique, social et culturel. Là, celui chargé des questions de défense et de sécurité. Et enfin, ici, le groupe Réconciliation nationale, justice et questions humanitaires. Les auditions des communautés devront laisser la place de la semaine prochaine aux négociations techniques selon l'agenda initial.
Par rapport donc au pourparlers, nous avons ces communiqués ce soir. L'Union des forces démocratiques pour le progrès, UFDP, le parti Sigikafo Ouedamouye, le dialogue fait la paix, et l'association des enseignants communautaires du Mali soutiennent les négociations, souhaitent qu'un accord de paix soit établi entre tous les Maliens et remercient tous les partenaires du Mali pour cette cause. Et nous avons ce message de félicitations du président de la République, chef de l'État, adressé au président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. La célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien m'offre l'heureuse occasion de vous adresser au nom du peuple du Mali et à mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations en vous réitérant l'attachement constant du Mali à la cause palestinienne. Je voudrais vous assurer de tout mon soutien à vous et au comité que vous présidez. Je voudrais également vous réaffirmer la solidarité sincère du peuple malien au peuple palestinien. Je vous prie d'agréer, monsieur, les assurances de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta. Le ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement à travers l'ANASER a procédé ce matin au lancement des forats sur la sécurité routière. Pendant un mois, les usagers de la route seront sensibilisés autour des effets néfastes causés par les accidents de la circulation, le port des casques et le respect du code de la route. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. La route tue et continue de tuer si l'on ne prend pas garde. Afin de mieux faire face à la sécurité routière, l'ANASER, Agence nationale de sécurité routière, passe à la vitesse supérieure. C'est là à travers ce lancement des forats sur le sujet. La tenue des forats de la sécurité routière s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action prioritaire élaboré par mon département en conformité et en symbiose avec les orientations données par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. En 2013, il a été recensé à travers le pays un total de 6059 accidents, dont 4968 ayant impliqué les utilisateurs d'engins motorisés à deux roues. Ces accidents ont fait plus de 8815 victimes, dont malheureusement 529 tués. L'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, tout comme d'autres organismes publics ainsi que la société civile, sont fortement interpellés. Le conseil d'administration de l'ANASER a donc approuvé le programme d'action de la structure en lui instruisant d'organiser des campagnes de proximité sur la sécurité routière. Ces forats sont porteurs d'espoir car pendant un mois, les usagers de la route, toutes couches confondues, seront sensibilisés autour des accidents de la circulation. C'est là afin que l'éveil de conscience tant souhaité par tout le monde soit une réalité. Nous le pourrons, mais cela passe par un changement de comportement et une amélioration des infrastructures routières. Il s'agit effectivement d'une question de santé publique. Les services d'urgence interviennent pour réparer autant que faire se peut les effets des accidents, mais aussi nous sommes interpellés pour la prévention. Qui dit santé publique dit en priorité gestion des causes du mal. Pour le bonheur des usagers, il est important de bien connaître le code de la route et de bannir l'indiscipline dans la circulation qui sont souvent source des accidents. Conférence de presse du ministre des Domaines de l'État, des Affaires foncières et du patrimoine. Ce jeudi, Tchema Hubert Koulibaly a éclairé les hommes de médias sur toutes les questions relatives au domaine de l'État, au cadastre et au patrimoine de l'État. Il a surtout mis en avant les nouvelles mesures prises par les autorités pour assainir la gestion du foncier. Aïssata Ibrahim Maïga, reportage. La question foncière n'est-elle pas l'une des préoccupations des Maliens? Le sujet est récurrent dans plusieurs communes du pays. Les problèmes vont de la multiplicité des acteurs intervenant dans le domaine au pillage ou expoliation des domaines de l'État et de certains particuliers démunis. Le résultat, c'est un glissement de souveraineté foncière des mains de l'État à des mains et des intérêts privés qui aujourd'hui ne sont pas les mains les plus rassurantes. Cela encombre nos tribunaux, des dossiers qui sont longs à traiter, crée une atmosphère
de tensions sociales telles que l'État aujourd'hui en est inquiet. Et le ministre Coulibaly d'ajouter que si rien n'est fait, l'État risque de se retrouver sans terre. C'est là où interviennent plusieurs mesures dont l'arrêté interministériel du 21 août dernier. Il suspend toute transaction de domaine entre l'État et les particuliers. Le projet de réforme est l'autre outil de redressement du foncier. Il va coûter plus de 30 milliards de francs CFA à l'État et à ses partenaires. Certains textes seront relus de manière à ce qu'il y ait moins d'acteurs qui interviennent dans le foncier. Certains textes seront relus de manière à ce que les sanctions administratives concernant certaines pratiques puissent être automatiques. Afin d'entamer les travaux concernant sa conception, le ministère des Domaines de l'État, des Affaires foncières et du Patrimoine prévoit une table ronde avec des bailleurs de fonds. Ainsi, actualité oblige, il a été question de l'annulation des 206 arrêtés concernant la zone aéroportuaire. Ces annulations sont un acte de légitimité pris au nom de l'État sans aucune considération politique, dira le ministre Tchéma Hubert Coulibaly. À compter de ce jour, les structures d'intervention dans le monde rural s'enrichissent de ce qu'on appelle désormais les CRP, Centres ruraux de prestation. Le ministre du Développement rural a procédé ce jeudi à l'inauguration de 200 textes d'un montant de plus de 30 millions de nos francs. L'événement a eu lieu à Baguineda en présence de Siratigui Traori. Les centres ruraux de prestation sont des cellules d'intervention agricoles tenues par des jeunes diplômés. Leur vocation est de résorber le chômage en donnant du travail aux jeunes et aplanir le niveau de sous-équipement des producteurs. Selon les statistiques, seuls 40% des producteurs disposent d'outils aratoires modernes, dont 2% sont des équipements motorisés. C'est face à cette précarité que les autorités de notre pays vont en croisade contre le sous-équipement et la sous-production. Cette initiative repose sur deux engagements. Le premier, c'est le constat que nous faisons que l'agriculture malienne est mal équipée, moins de 40%. Deuxièmement, l'emploi jeune. La problématique de la jeunesse, notamment la jeunesse sans emploi, est une problématique extrêmement importante de notre développement. Depuis l'indépendance, toutes les réformes agraires de notre pays se sont heurtées au non-remboursement du crédit agricole. Pour cette fois-ci, le ministre du Développement rural rassure que les efforts fournis par l'État, les banques et les partenaires ne seront pas un coup de pied dans l'eau. Pour lui, le fonds d'appui à l'agriculture est un indicateur de soulagement. Nous sommes convaincus que nous sommes à peu près, en tout cas dans la bonne voie, et nous avons les outils nécessaires pour vraiment donc la distribution du crédit, l'encadrement du crédit et surtout le remboursement du crédit. Au-delà de ces aspects organisationnels, le président de l'ACPECAM pense que les centres ruraux de prestation peuvent être aussi une réponse au déficit récurrent de la pluviométrie. Vous savez qu'avec la pluviométrie, la pluie ne pleut pas comme il faut. Donc s'il y a les matériels, bien vrai que c'est à location, vaut mieux louer la machine pour aller labourer 1 hectare, 2 hectares à temps et s'aimer à temps, que rester d'attendre que tu n'as pas de matériel. Donc ceux qui ont des matériels, ils vont gagner. Ceux qui vont travailler dans le sang, qui est la propriété du sang, vont gagner. Et l'État même va gagner. Aujourd'hui, 2 centres sont inaugurés, 20 autres vont suivre. Et selon le ministre Treta, 1500 voire 2000 seront mis en place d'ici à 2018. Place de la République, les députés ont adopté 3 nouveaux projets de loi, dont celui relatif aux principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle des services publics. Le texte va corriger certaines insuffisances constatées et consacre l'appel à candidature pour la nomination à certains postes, dont les directeurs des projets et programmes. Les élus de la nation ont recommandé au gouvernement l'élaboration d'un plan de carrière de gestion des ressources humaines pour plus d'équité et de transparence dans les nominations aux fonctions publiques. On fait le point avec Bourama Traori. C'est avec 120 voix que les députés ont adopté les projets de loi
portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle des services publics. L'adoption du texte permet notamment de clarifier les conditions d'emploi des non-fonctionnaires dans les départements ministériels, mais aussi de faire la distinction entre une direction nationale et une direction générale. Il consacre aussi l'appel à candidature pour la nomination au poste de directeur des projets et programmes, des sociétés d'État ou encore des établissements publics sous forme de services rattachés. Bon à savoir également, 9 amendements ont été apportés à ces projets de loi. Fait rare, la commission saisie et le département de la fonction publique ne sont pas entendus sur l'amendement numéro 8. Celui-ci concerne la création et l'organisation des services rattachés à durée déterminée ou indéterminée. La commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale estime que ces services doivent être créés par la loi et organisés par décret pris en Conseil des ministres, comme stipule la Constitution. Je voudrais préciser qu'une des structures du gouvernement, en l'occurrence le commissariat au développement institutionnel, qui est d'ailleurs l'initiateur en tout cas du projet, nous a fait parvenir sa réponse écrite. Amendement numéro 8, pas d'objection. Quant au ministère de la fonction publique, il souligne que les services rattachés doivent être créés par la loi et organisés par l'arrêté compte tenu de certains facteurs, ce qui serait une violation de la loi fondamentale. Je voulais insister que notre lecture de la Constitution n'est pas exactement la même que celle de la Commission. Nous pensons que ce que la Constitution dit, c'est par rapport au fonctionnement et non pas à la création. Peut-être qu'on peut se revoir pour lire ensemble. Nous ne voulons pas polémiquer. Nous ne voulons pas non plus, vous imaginez bien, violer la Constitution de notre pays. Monsieur le Président, si vous le permettez, je pense que la proposition qui a été faite pour qu'on se revoie et nous accorder sur les choses est une bonne chose. Cette demande du ministre Bokar Moussa Diarra n'a pas eu gain de cause. L'amendement numéro 8 a été adopté par les députés comme proposé par la Commission des lois constitutionnelles. 2 autres projets de loi ont également été approuvés par la représentation nationale. Ils sont relatifs à la création de la Direction nationale du tourisme et de l'hôtellerie, de l'Agence de promotion touristique du Mali. 2 nouvelles structures, une même mission, mieux vendre la destination Mali. Nous avons des fonds suffisants déjà parce qu'avec le fonds que l'OMATO avait, ça faisait la bagatelle d'1 milliard à 800 millions. Et ces fonds étaient utilisés simultanément, aussi bien pour la promotion, pour la réglementation. Donc avec cette nouvelle formulation maintenant, les ressources que nous allons avoir avec les casinos, les hôtels, les ressources sur les billets, donc serviront à l'agence de promotion touristique d'accomplir pleinement sa mission. Bon, en ce qui concerne la direction nationale du tourisme et de l'hôtellerie, donc cela va nous coûter à peu près 202 millions. Et ces 202 millions-là seront pour l'équipement et puis les dépenses courantes de la direction. La création de ces 2 directions doit contribuer à remettre sur les rails les activités touristiques dans notre pays, un secteur qui reste l'un des piliers de l'économie nationale. En 5e région, le président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibé, a procédé ce mardi à l'inauguration de la Maison des artisans de Djenné. Coût global de réalisation 320 millions de francs CFA, un financement ambassade du Royaume du Danemark et gouvernement du Mali. Jules Sambou Sissoko, reportage. Les artisans de Djenné en ont rêvé. L'ambassade du Royaume du Danemark et le gouvernement du Mali l'ont réalisé. La maison dédiée aux artisans de la cité religieuse Djenné, cette bâtisse en terre avec une architecture plus élancée, offre un cadre d'expression approprié. Cette maison des artisans, au-delà de sa vocation de regrouper les meilleurs artisans, contribuera à leur formation et à leur perfectionnement, si nécessaire pour l'amélioration de la qualité des produits. Surtout une bonne vitrine pour le tourisme dont dépendent les revenus de beaucoup de personnes dans cette zone. Un vide est comblé ici à hauteur de 320 millions de francs CFA. Je voulais m'adresser particulièrement aux artisans de Djenné en leur disant d'être imaginatifs et dynamiques pour tirer le maximum de profit de cet outil de travail afin de participer activement au développement économique du cercle de Djenné. Doter Djenné d'une maison des artisans n'est que rendre justice aux populations de Djenné. C'est pourquoi mon département, en partenariat avec le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, à travers le PAPES-PRIM, a jugé utile
de construire une maison d'artisans à Djenné. Le rayonnement de l'artisanat partout au Mali est une priorité des plus hautes autorités du Mali. Ceci va permettre la fixation même des jeunes ici. Ce bâtiment-là, je suis sûr et certain qu'il va donner sans doute le départ à quelque chose de merveilleux ici. Nous saluons le royaume du Danemark. La coupure du ruban a permis de découvrir les entrailles de la caverne des artisans de Djenné, majestueusement située au cœur de la fascinante ville de Djenné. À visiter sûrement sur un tout autre plan. Vous vous souvenez sûrement de l'histoire des déguerpis de Kalabambougou, avec à la clé la visite du ministre de la Justice pour y remettre les choses en ordre. Hier mercredi, le verdict de Kalabambougou est tombé. 3 personnes ont écopé de 36 à 18 mois de prison ferme et 2 ont été relâchés après un procès qui a duré 12 heures. Mahamadou Bandjougou Diawara, procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako, a organisé un point de presse pour expliquer les conditions dans lesquelles s'est tenu le procès. Garibou Pérou, compte rendu. Maître Keïta est issu de justice. Il a prêté serment en 1989. Il vient de couper d'une condamnation de 36 mois de prison ferme. C'est le verdict prononcé hier 3 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako dans l'affaire dite de Kalabambougou. Le tribunal le déclare coupable de dommages aux propriétés mobilières et immobilières d'autrui parce qu'il a ordonné la démolition de 309 concessions au lieu de 2 indiquées sur la grosse de la cour d'appel de Bamako. Le juge a rendu le verdict. Il y a le clerc du chien en question et le complice géomètre ont été condamnés à 36 mois d'emprisonnement ferme, c'est-à-dire 3 ans d'emprisonnement ferme. Et le secrétaire général du Sénam a écopé de 18 mois d'emprisonnement ferme, 1 an et 6 mois. Les victimes se réjouissent du professionnalisme avec lequel le procès s'est déroulé. La question que l'on se pose, à quand le dédommagement des victimes? Si demain on a les éléments pour apprécier les dégâts, on réenrôle le dossier à une audience pour statuer uniquement sur leurs intérêts. Donc maintenant, ils sont sous le soleil, sous le vent, en tant qu'humain. Je suis vraiment sensible à cela. Mais en professionnel, je crois que cela se règle à d'autres niveaux qu'au niveau du procureur. Certes, une décision définitive de culpabilité de la justice n'est pas encore prononcée contre ces 3 personnes. Autrement dit, il y a encore des voies de recours. Mais une chose reste évidente, c'est la fin de l'épisode tragique de Kalabambougou où le chef de village Moussa Traoré et ses populations ont été expulsés depuis le 18 juin 2014. Et nous avons ce communiqué dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Yorosso. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité convie en réunion le mardi 9 septembre 2014 à 10 h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Tous les membres de la commission consultative du cadre de concertation entre le ministre et les présidents des partis politiques. L'an 1 du président de la République. Les reportages contenus dans ce journal. Les Maliens également se prononcent sur ce premier anniversaire du président de la République au pouvoir. Des avis divers exprimés dans les médias. Jetons à présent un coup d'œil sur ce que la presse a écrit sur ce premier anniversaire. Une synthèse de Sori Ibrahima Keïta. 365 jours au pas de charge. L'essor consacre toute sa une à une posture rassurante, celle d'un Ibrahim Boubacar Keïta debout. Non pas encore dans la tempête, comme anticipe Info Matin. Sur l'an 1 d'exercice du pouvoir d'Ibeka, les confrères restent partagés entre optimisme et pessimisme. L'an 1, quelle histoire, s'exclame la Nouvelle République. Allusion à tous les sujets polémiques de l'heure. 4 septembre 2013, 4 septembre 2014, un agenda chargé et un bilan optimiste. Titre Nouvel Horizon qui affiche en même temps
Les grands chantiers du projet présidentiel, d'immenses espoirs non comblés, estime l'Indépendant, que relaie un chapelet d'opinion sur la question, celle d'un enseignant le donnant mitigé. L'aube enfonce le clou, le mythe s'effondre. Ce qui fera écrire à l'Indépendant que le changement annoncé n'est pas en tout cas pour demain. Une prophétie loin d'être partagée ici dans le même journal. Je trouve que ça va. De toutes les façons, il y a des raisons d'espérer. Parole d'élu du peuple. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts, insiste-t-on dans 22 septembre. IBK cherche encore sa voie, persiste ici. Cette vendeuse dans les échos. Non, rectifie-t-on au niveau ministériel. C'est la communication gouvernementale qui n'a pas marché. Et son collègue porte-parole d'ajouter que la première année de l'exercice IBK constitue en fait celle de la normalisation et de la stabilisation du pays. Les réformes majeures envisagées au niveau de la communication gouvernementale suffiront-elles à mieux convaincre? Peut-être, à condition selon Nouvel Horizon qu'il n'y ait qu'un seul agenda, le Mali. En tout cas, pour Nouvelle Libération, il n'y a plus de temps à perdre. Et surtout, halte aux tendances nuisibles et futiles. Avis aux acteurs de tous bords. Merci, Soli Ibrahima Keïta. Arrêtons-nous à présent sur le dossier spécial consacré à une année d'exercice du pouvoir du chef de l'État. Ce soir, nous abordons la réconciliation nationale. S'il y a un sujet sur lequel les Maliens s'accordent aujourd'hui, c'est bien sûr la réconciliation nationale. C'est pourquoi le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dès sa prestation de serment, a placé cette préoccupation au cœur de son programme. Déjà, la charpente de cette réconciliation est visible avec les États généraux de la décentralisation, les assises nationales ou encore la nomination du haut représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien et la tenue en ce moment même des pourparlers d'Alger. Voyons tout cela avec Amadou Sankaré. C'est au terme du second tour du scrutin du 11 août 2013 que Ibrahim Boubacar Keïta a été élu président de la République avec un score de 77,62%. Quelques jours après, comme le prévoit la Constitution, il prête serment devant la Cour suprême. Je jure devant Dieu et le peuple malien. En accédant à la tête du pays, le président Keïta est bien conscient des difficultés du moment. Difficultés consécutives à la crise politico-sécuritaire que le pays vient de connaître. Une situation qui a profondément affecté le tissu social. C'est pourquoi, dans sa toute première adresse à la nation, le chef de l'État a mis l'accent sur la réconciliation nationale. La réconciliation nationale demeure la priorité la plus pressante. Nous enclencherons les actions appropriées pour forger les solutions robustes en vue d'une paix durable afin que nous sortions définitivement de la répétition cyclique des crises dans le nord de notre pays. Je veux réconcilier les cœurs et les esprits, rétablir une vraie fraternité entre nous afin que chacun dans sa différence puisse jouer harmonieusement sa partition dans la symphonie nationale. La réconciliation peut s'examiner sous plusieurs angles. D'abord, réconcilier les communautés entre elles-mêmes pour que les réflexes identitaires cessent, mais réconcilier les communautés avec l'État. L'État, pourquoi? Parce que c'est l'État qui a failli dans sa mission de sécurisation des populations. Et c'est l'État qui a laissé se développer les réflexes identitaires. J'ai dit les Maliens décaillent à Kidal,
quels sont mes frères avec lesquels je partage la lourde tâche de la construction nationale. Plus de temps à perdre. Il faut tout mettre en œuvre pour réconcilier les Maliens entre eux-mêmes. C'est pourquoi le chef de l'État convoque les 21, 22 et 23 octobre 2013 les États généraux de la décentralisation. Un espace pour discuter de l'approfondissement de ce processus en vue d'un développement équilibré du territoire national. À la suite des États généraux de la décentralisation, les assises nationales sur le Nord. Là également, les Maliens se sont parlé. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est en train de poser des actes pour le chantier de la reconstruction nationale, qui est un défi posé pour nous tous les Maliens et que nous devons, nous les Maliens, surmonter. Les douloureux événements que notre pays a connus ont provoqué plus de 130 000 déplacés, mais 30 000 ont regagné les bercailles. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est à la recherche des voies et moyens pour réussir la réconciliation nationale. On ne peut pas réussir la réconciliation, effectivement, sans la justice. Mais justice au sens large du terme, qui n'est pas seulement appeler les gens à la barre, ça on peut se pardonner, on peut mutuellement, et même ça c'est la justice. Même le fait de reconnaître à quelqu'un que le pardon lui appartient. Personne ne peut décréter le pardon à sa place. Dans notre tradition, si on veut réconcilier les gens, on commence d'abord pour dire le flux là. C'est vrai, la société moderne autorise justement celui qui a tort à se cacher et en utilisant même la justice, à trouver des avocats qui vont le défendre. Quand on trouve des circonstances atténuantes, d'accord, mais qu'on n'aille pas jusqu'à dénier des faits réels. Il est vrai que nous avons focalisé le problème de la répartition du pays entre le nord et le sud. Je pense que tout observateur doit constater que la division se trouve sur plusieurs fronts, sur l'ensemble du territoire du pays, au niveau des partis politiques, au niveau même des autorités religieuses. Et ça, pour ma part, c'est ça que je crains le plus. Pour parvenir à ce processus de réconciliation, on est convaincu que cela passe nécessairement par des rencontres communautaires. Pour que la réconciliation puisse être vraie, puisse être réelle, puisse vraiment se concrétiser, à mon humble avis, il faudrait en plus des rencontres en Algérie ou au Burkina Faso, qu'on puisse venir ici, dans les régions qui ont subi, que ce soit à Mopti, à Tombouctou, à Gao, à Kida, qu'on puisse venir ici auprès de ces sociétés, auprès de cette population qui a vécu l'enfer, qu'on puisse prendre en considération leurs besoins réels. On ne peut pas réussir la réconciliation sans ces canaux communautaires, parce que nous avons prôné toujours la réconciliation inter- et intracommunautaire, parce que c'est le premier pan de réconciliation. Et si nous travaillons bien au niveau de ce pan, à connaître les communautés, à connaître tous les types de conflits qui ont gangréné ces communautés depuis très longtemps, quelque part, il faut arriver à ce qu'on se dise la vérité pendant des forums. Il faut qu'on arrive aussi à rechercher la vérité. Il faut aussi vraiment qu'on arrive à nous réconcilier, soit par la justice, soit par nos autres canaux traditionnels de pardon que nous connaissons. Les communautés, leur rôle, je crois que c'est de sensibiliser à tous les niveaux et de participer activement pour qu'on puisse traverser ces crises-là. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Sur les cendres de la commission dialogue et réconciliation installée par les autorités de la transition, le président de la République, dans le souci de prendre en compte certains aspects, notamment le volet justice, a créé une nouvelle commission qui attend d'être installée. Toutes les commissions similaires que nous avons vues à travers le monde ont été caractérisées par leur indépendance. Or, la nôtre est, comme à la lecture de la loi, rattachée au ministère de la Réconciliation nationale, ce qui peut lourdement entacher l'indépendance de ceux-là qui seront membres de cette commission. Toujours dans le cadre de la réconciliation nationale, le chef de l'État a désigné son haut représentant en la personne de Modibo Keïta
pour le dialogue inclusif intermalien, qui a eu, depuis sa nomination, plusieurs rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles et les partis politiques du pays. J'ai pu constater que le terrain a été défriché, qu'il y a eu des acquis d'une importance extrême déjà, qu'il y a eu des rencontres, des discussions et même l'accord préliminaire de Ouagadougou. Je crois qu'il y a des acquis indéniables qu'il faut saluer et sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer pour mener à bien, cette mission. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers Alger qui accueille le deuxième round des pourparlers intermaliens. Gouvernement du Mali et mouvement du Nord se retrouvent après la première étape des pourparlers qui avait produit une feuille de route devant servir de fil conducteur aux prochaines négociations. Voilà un dossier signé Amadou Sankaré en collaboration avec nos bureaux de Gao et de Tombouctou. Demain, un autre sujet sur l'an 1 du président de la République. L'actualité dans la capitale, c'est aussi le lancement ce matin au Palais des Sports à l'ACI 2000 de la première édition du Festival du Bazin dénommé FestiBazin. L'événement, qui est une plateforme qui rassemble tous les acteurs évoluant dans le secteur de la fabrication du bazin, est une initiative de l'agence Ovation et les établissements Gagnila. Étaient présents à la cérémonie de lancement des membres du gouvernement, nous précise Modibo Souari. Le bazin est aujourd'hui l'un des leviers de la croissance socio-économique du Mali. Facteur de création d'emplois, il reste l'une des plus grandes industries du travail à la chaîne dans notre pays. C'est fort de ce constat que l'agence Ovation et les bazins Gagnila ont initié cette manifestation socio-culturelle pour célébrer et promouvoir le bazin dans toutes ses composantes. Il n'y a pas d'ethnie qui ne porte pas le bazin. Donc pour nous, le bazin, il faut le magnifier, le sortir du système informel pour que ça soit une véritable industrie et surtout que le bazin puisse profiter au coton malien. Premier du genre, ce festival regroupera pendant 3 jours tous les acteurs de la chaîne de fabrication du bazin autour d'une foire exposition-vente, des ateliers d'information pour sensibiliser sur les risques d'accidents de travail, sur la santé et la pollution de l'environnement. Aussi une soirée gala de remise de trophées aux différents acteurs qui se sont distingués dans le secteur marquera ce rendez-vous de Bamako. Le festival du bazin est une très bonne initiative. Ça permet de mettre en valeur la valeur du bazin et de mondialiser les bazins. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la visite guidée des stands érigés au Palais des Sports à l'ACI 2000, quartier général du festival. Une visite qui a permis aux invités et autres adeptes du bazin d'apprécier le génie créateur de nos artisans et teinturiers, un secteur pourvoyeur d'emplois en pleine expansion dans notre pays. Tous les gens qui concourent à sa transformation sont en réalité nos clients en matière de formation professionnelle. Donc le bazin peut nous permettre et nous permet déjà de créer des emplois. Donc chaque fois que vous formez une teinturière qui va travailler sur la matière, vous créez un emploi. Événement inédit, FestiBazin s'inscrit donc dans le calendrier des activités socio-culturelles du Mali pour valoriser et promouvoir le bazin. Cette assise économique du bazin est un argument de taille pour l'engagement de mon département à promouvoir le fruit du bazin qui doit rester une marque de fabrique malienne. Ce chapitre économique du bazin m'amène à exhorter tous les acteurs de ce secteur à envisager une évolution dans la pratique pour sortir l'activité du bazin dans le marasme artisanal où elle se trouve cantonnée depuis trop longtemps. Voilà, le top départ est donné. Le public pourra apprécier ce vendredi soir un spectacle défilé de mode intitulé « Le bazin fait son show ». Autre rencontre de haut niveau consacrée elle aussi au bazin, il s'agit de l'ouverture au CICB du premier SIBA, entendez par là le Salon international de bazin initié par l'agence de communication Publifirst. La rencontre de 10 jours qui regroupe les acteurs évoluant dans le domaine sera meublée de conférences, débats et d'ateliers. Sorona Kamisoko était sur place. Au Mali, le tissu bazin fait partie de notre identité culturelle et sociale.
Il est généralement porté par les femmes lors des grandes cérémonies culturelles. Pour faire la promotion de ce tissu, l'agence de communication Public First a initié ce premier salon international de bazin, SIBA. Aujourd'hui, à travers le monde, il est reconnu que le Mali est la plateforme internationale du bazin. Quand on parie sur le bazin malien, on parie sur la qualité. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui se passent, notamment des bazins frelatés, des contrefaits, qui sont vendus dans le marché. Et ça, c'est très grave pour l'image du marché malien. L'événement regroupe les stylistes, modélistes, vendeurs de bazins et les teinturiers. Pour joindre l'utile à l'agréable, on trouve aussi de la parfumerie pour femmes. Cette première rencontre est l'occasion pour les initiateurs de faire la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Nous avons demandé à ce que les jeunes s'installent à leur propre compte. Et nous avons le devoir moral de vous soutenir. L'artisanat doit être le premier secteur pourvoyeur d'emploi au Mali. C'est le premier secteur pourvoyeur d'emploi. Et j'invite les jeunes gens de s'orienter vers l'artisanat, vers le secteur privé, vers l'entrepreneuriat, afin de développer le Mali. Parce que le bazin, si vous prenez le bazin simplement, la chaîne de transformation du bazin, c'est tout l'artisanat. Tout ce processus-là, c'est des processus artisanaux. Donc il est important qu'il soit valorisé. C'est à travers ce salon-là que cela va être fait. L'artisanat malien est la première industrie au Mali, car il occupe plus de 40% de la population active, dont plus de 70% des femmes. Nous, au ministère de l'Artisanat et du Tourisme, sommes disponibles, resterons disponibles pour soutenir des initiatives de ce genre. Plusieurs conférences de débat sont prévues au cours de ce salon. Les expositions de vente de bazins sont également prévues. Le Salon international de bazin de Bamako se poursuivra jusqu'au 13 septembre prochain au Centre international des conférences de Bamako. Voilà, elle l'a dit, le SIBA, c'est au CICB et Festibazin, c'est au Palais des Sports à l'ACI 2000. Un tour à présent à Kabala, où sont regroupés au total les aigles du Mali. Le ministre des Sports a déjeuné cet après-midi avec l'équipe nationale. Occasion pour Hussein Amionguindo d'exhorter les joueurs à plus de détermination et de solidarité pour le succès dans les éliminatoires de la CAN 2015. Khalifa Namatraoui nous en parle. Le ministre des Sports, Hussein Amionguindo, a tenu à rencontrer les joueurs et leur encadrement afin de leur adresser le message de soutien et d'encouragement du gouvernement, bref, de tout le peuple malien. Le fait d'accepter, s'engager pour un pays, pour en tout cas défendre les couleurs du pays, je sais déjà c'est un engagement très fort. Donc je viens vraiment vous dire que le gouvernement est disposé à prendre toutes les dispositions pour vous mettre dans les meilleures conditions, parce que nous savons que ce n'est pas vraiment pour de l'argent, ce n'est pas pour autre chose. C'est surtout les conditions, je parle des conditions psychologiques, morales, pour vous permettre de relever des défis. Pour vous-même, pour le pays. Le sélectionneur national a, au nom des footballeurs et du staff technique, promis que les joueurs feront le maximum pour offrir au Mali une 9e participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et les joueurs, ils sont conscients aussi de la situation qui existe actuellement. Ils ne sont pas uniquement venus ici pour l'argent, souvent les gens y parlent, mais pour les footballs, pour les pays. Ils vont représenter les pays, ils vont se battre pour les pays. On fera avec beaucoup de solidarité, de détermination, parce que ça va compter samedi. Hein, la reprise, la compétition, c'est l'état d'esprit. Parce que la qualité existe. Hein. C'est vrai qu'on est en train de préparer les matchs. Mais vous permettez les joueurs que je dirais qu'on compte énormément sur vous, sur cette détermination, sur la solidarité que vous devez montrer samedi. C'est très important, monsieur le ministre. Et je crois que si on arrive à créer cet état d'esprit, hein, on arrivera aussi à faire des bons résultats. La route du Maroc, où se déroulera en janvier et février 2015 la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, passe par une bonne performance lors des éliminatoires dans le groupe B face aux autres adversaires, le Malawi, l'Algérie et l'Éthiopie. Allez, victoire les aigles, sport, football toujours, championnat national de Ligue 1, match en retard de la 19e journée joué au stade Modibo Keïta. Le COB a battu l'AS Real de Bamako de buts à 1.
Avec cette victoire, le COB partage le même nombre de points que le leader du championnat avec 61 points, suivant le résumé de la rencontre avec Mamoutou Danté. À 2 journées de la fin de la Ligue 1, le suspense demeure toujours entre les deux protagonistes. Le club olympique de Bamako rejoint le stade malien en tête du championnat avec 61 points. Les Verts ont dominé l'AS Real de Bamako 2-1 en match en retard de la 19e journée. Avec une équipe remaniée sans Suleiman Diarra et Djadje Samasekou, l'AS Real a résisté pendant 40 minutes. À la 42e minute, sur un centre de Nabi Bangoura, Abdoulaye Diarra ouvre le score pour le COB 1-0. En seconde période, les Noirs et Blancs mettent la pression. 59e minute, Magan Samabali égalise pour le Real, un but partout. À 2 minutes de la fin, Abdoulaye Diarra, seul devant les gardiens, signe son doublé. La course au titre se relance donc avec ce succès du COB face à l'AS Real de Bamako. Ça a été un match très très difficile. Ce n'était pas donné d'avance de venir prendre les 3 points sur le Real, car tout le monde connaît le Real cette année. C'est l'une des meilleures équipes de la place, certes, mais nous aussi on a des bons jeunes. Il fallait qu'ils acceptent la rivalité, il fallait qu'ils acceptent les combats, et j'espère qu'ils ont accepté le consigne, ils ont compris le consigne, et ça a été ainsi. La moitié de l'équipe n'étant pas là, et c'est difficile, c'est vraiment difficile, hein, tu n'as pas de solution. Et on fait ce qu'on a. Voilà, c'est ça aussi un entraîneur, surtout dans les situations où réellement tu ne peux faire que ce que tu as sous la main. Et ça a rendu ce match un peu difficile. Mais au-delà de tout ça, je pense que le COB a fait surtout le match. Ils ont joué leur finale, c'est une finale, et ils ont gagné. Je pense qu'ils méritent de gagner. Avec 61 points chacun, le COB et le Stade malien de Bamako partagent désormais la tête de la Ligue 1 au classement provisoire de la 28e journée. Les deux équipes sont condamnées à ne plus faire de faux pas. Condition sine qua non de remporter le titre de champion 2014. Voilà, sur ce prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo tout à l'heure avec Abibatou Diakité. Le JT de formation avec Rachel Tessougué. Retrouvé Aïssata Ibrahim Maïga pour les éditions matinales de demain. Et Amara Mali Diallo pour celle du soir. Merci à toute l'équipe de réalisation et grand merci à vous, nos très chers téléspectateurs. Bonsoir à tous.